Bonjour à tous. Comme vous l'avez peut-être constaté, la Société des Amis de Vincennes est quelque peu discrète depuis quelque temps dans ses publications numériques. Mais tout cela pour une bonne cause, puisque nous sommes concentrés sur nos conférences en présentiel. Nous en proposons à peu près une par mois, ce qui est un rythme assez soutenu. Pour nous faire pardonner, aujourd'hui nous allons vous proposer une grande avant-première. En effet, nous avons décidé de vous proposer une conférence live, tournée donc dans les conditions du réel, à la Maison des Associations de Vincennes, en public, et cette conférence vous est diffusée en léger différé. C'est une grande première. De plus, le sujet du jour est absolument passionnant. En effet, nous allons étudier les connivences et les relations entre le roi Charles V et son petit frère, Philippe le Hardi, qui n'est autre que le duc de Bourgogne. Et en plus, une Bourgogne XXL à l'époque. Voilà, je n'en dis pas plus. Bonne conférence à tous. Bon, merci d'être venu par ce mauvais temps. Et en plus, il y a des tas de festivités à Vincennes, en particulier le cinéma. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, où on va parler de la Bourgogne, sachez que ce week-end, ce sont les ventes aux hospices de Beaune. Et les hospices de Beaune ont été fondés par le chancelier Nicolas Rollin et sa femme Guigogne, et donc natifs d'Autun, bien évidemment. Donc c'est un hasard, un heureux hasard. Donc je voudrais vous donner quelques informations. Il y a la semaine prochaine énormément de journées d'études. À Vincennes, il y aura vendredi les mousquetaires au combat au château, organisé par le service historique de la Défense, et donc avec essentiellement des interventions des commissaires de l'exposition que je ne saurais vous recommander d'aller voir parce qu'elle est extraordinaire, sur D'Artagnan et les mousquetaires à l'origine du mythe. Et alors, n'oubliez pas qu'au château, on y pénètre en ce moment par la porte des Salves, c'est-à-dire sur le côté, pas par la porte du village, puisqu'il y a des travaux. Alors ça, c'est vendredi. Samedi, il y a à Créteil, aux archives départementales, le colloque de Clio 94 sur le sport dans le Val-de-Marne. Je pense qu'on va avoir beaucoup de sport jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc, et en particulier, il y a une exposition sur l'école de Joinville, parce que une exposition au musée de Nogent sur l'école de Joinville, parce qu'ils ont une donation d'exemplaires de cartes postales représentant des élèves de cette école qui sera à l'origine de l'INSEP qui est établi dans le bois. Ensuite, j'ai plus mon papier, il y aura le samedi et le dimanche, toujours au château de Vincennes, la société Vauban organise les premières journées des fortifications. Et donc, c'est pour mettre en valeur les ouvrages de Vauban, un autre Morvandiau et Bourguignon. Et je fais une obsession. Mais il y en a d'autres dans la salle, rassurez-vous. Donc, Vauban, vous y rencontrez, c'est gratuit, il faut s'inscrire simplement pour certaines manifestations. Toutes ces journées, vous rencontrerez lors de ces journées des gens qui s'occupent, des associations qui s'occupent de fortification jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la ligne Maginot, des dédicaces, des conférences. Et enfin, alors, personne ne lit le journal du Val-de-Marne, tout le monde le met, je suppose, à la poubelle, sauf 2 ou 3. Mais sachez que dans le dernier journal du Val-de-Marne, il y a un excellent article de Julien Villemar, qui est un des commissaires de l'exposition, sur le fait qu'on ait célébré les mousquetaires à Vincennes, pourquoi. Et accessoirement, il y a une interview de moi-même. C'est-à-dire, ça a duré 1 heure et il y a une colonne. Mais ça, je le savais par avance. Et enfin, après la conférence, vous aurez le droit à une petite collation. Voilà, bon après-midi, merci. Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre cycle sur Charles V avec un sujet intéressant puisque Charles V et la Bourgogne, c'est le début de la Bourgogne des Valois. Voilà, du duché de Bourgogne, parce qu'il y a deux Bourgognes au Moyen-Âge. Enfin, peut-être que vous en parlerez. Oui. Je n'épargnerai rien. Nous accueillons aujourd'hui M. Jean-Baptiste Santamaria. Alors, vous êtes docteur en histoire médiévale. Voilà, vous avez fait votre thèse sur la Chambre des comptes de Lille, essor, organisation et fonctionnement d'une institution princière. Voilà, j'aime bien les titres de thèse parce que ce sont toujours à rallonge, sinon c'est pas sérieux. Voilà, sous la direction de Stoschnebr. Vous enseignez à l'université de Lille depuis 2020 ? Oh non, 2012. 2012. Ah oui. Ah, ouais, je vous rajeunis. Et vous avez publié notamment de nombreux articles sur la Bourgogne, entre autres, et sur le bâti médiéval, je crois, avec M. Boris Bove et... On n'a pas tellement travaillé sur le bâti, non. Non, c'était pas le bâti ? Non. Ah bon ? Non. Ah bah, mes sources sont mauvaises. Oui. On n'entend pas le son. Le micro ne fonctionne pas. C'est normal, c'est un micro de captation. Alors, c'est un micro de captation. Il ne fonctionne pas maintenant, mais je vais vous donner quelque chose qui fonctionnera mieux après. Voilà. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Donc, on va écouter M. Santamaria, qui va donc nous parler de la Bourgogne et de Charles V. Voilà. Bien, merci à vous. Merci beaucoup. Et merci aux amis de Vincennes de cette invitation et de ce public fourni pour parler effectivement des relations entre le roi de France Charles V et la Bourgogne, et en particulier le frère de Charles V, à savoir Philippe le Hardi. Les relations entre la couronne de France et la Bourgogne ont été pour le moins fluctuantes à la fin du Moyen-Âge. À partir de la fin du XIVe siècle, on note l'émergence d'un puissant État bourguignon qui finit même par constituer une véritable menace pour la puissance des rois valois, en particulier au temps du duc Charles le Téméraire dans les années 1467-1477. Il faut dire que ce territoire qui s'étend progressivement de la mer du Nord jusqu'au Jura peut sembler un temps rivaliser avec la couronne dont il était issu. Pourtant, les débuts de cette construction politique originale, également qualifiée de grande principauté de Bourgogne, doivent beaucoup au soutien initial du roi Charles V, roi de France, entre 1364 et 1380, comme vous le savez, troisième roi de la maison de Valois et fils de Jean le Bon. Alors, l'homme est connu pour avoir repris le contrôle d'une grande partie du royaume de France face aux Anglais, notamment grâce à son connétat Bertrand du Guesclin, mais aussi pour avoir rassemblé une vaste collection de livres au château du Louvre et, last but not least, avoir fait édifier le château de Vincennes, essentiellement, enfin particulièrement le donjon. Ce prince, je parle de Charles V, particulièrement avisé sur le plan politique, avait agi avec deux préoccupations. D'un côté, il se montrait soucieux des intérêts du royaume. De l'autre, il défendait, et c'était dans les mentalités aristocratiques du temps, la prospérité et l'influence de sa propre famille, le tout, il faut le dire, avec une certaine efficacité. Alors, à sa mort en 1380, Charles V laissait la France dans un état remarquable, bien que confronté à la guerre de 100 ans, un affaiblissement du pouvoir royal suite à la capture de son père lors de la défaite de Poitiers en 1356, il était parvenu à rebâtir une puissance tout à fait considérable. Dans cette stratégie qui lui avait permis de mener cette première grande campagne réussie dans la guerre de 100 ans, il avait choisi de renforcer la puissance politique, financière et territoriale de ses trois frères cadets, Louis, l'aîné, le deuxième en tout cas, Louis d'Anjou, Jean, duc de Berry, et le plus jeune, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. De son vivant, le roi Charles V put d'ailleurs compter sur le soutien des Bourguignons, en particulier à la guerre. Malgré tout, le pouvoir concédé à ce frère cadet peut rétrospectivement apparaître comme un acte politique risqué, dans la mesure où il était susceptible d'engendrer à terme une puissance rivale de la couronne, ce qui allait véritablement se concrétiser à partir des années 1420 et pour plus d'un demi-siècle. On peut dès lors se demander quelle place le sage roi Charles V a joué dans la fondation de cet État bourguignon et quelle place la Bourgogne a pu avoir dans sa politique.
Pour ce faire, nous verrons d'abord l'enjeu que représentait la Bourgogne du point de vue de la monarchie, puis la nature des relations entre les deux frères, et enfin l'influence qu'exerça la personnalité, le modèle de Charles V, sur la construction de cet État bourguignon. Alors, pour comprendre le caractère stratégique de la Bourgogne, il faut rappeler la place occupée par ce fief situé aux frontières orientales du royaume de France, en remontant quelques siècles avant Charles V. Le terme de Bourgogne est hérité d'un vieux royaume fondé par un peuple germanique à la fin de l'Empire romain, à savoir les Burgondes. Ce royaume, s'étendant sur l'axe Saône-Rhône, allait très loin au sud, vers la Provence, et vers l'est, en direction de la Suisse et de la Savoie. Comme on le sait, les Mérovingiens avaient intégré ce royaume dans leur dominium, mais le nom demeura au gré des partages et des successions chez les Mérovingiens, également chez les Carolingiens. Le terme de Bourgogne en vint progressivement à désigner, au fil des siècles, deux principautés réparties de part et d'autre de la frontière entre le royaume de France et le Saint-Empire germanique. À l'ouest, le duché de Bourgogne, situé donc dans le royaume de France, dont le chef, duc de Bourgogne, était un vassal du roi. Il en était même le plus prestigieux en tant que premier père du royaume, ce qui lui conférait notamment un rôle symbolique lors du sacre. Mais il existait également un comté de Bourgogne, notre actuelle Franche-Comté, selon une expression apparue progressivement à partir du XIVe siècle, mais qui s'impose plutôt au siècle suivant. Ce comté était situé à l'extérieur du royaume. Avant sa conquête au XVIIe siècle, il relevait donc d'un espace politique totalement différent, le Saint-Empire romain germanique. Carte du Saint-Empire romain germanique, qui a un territoire extrêmement vaste et très peu centralisé. Dans ce comté, on trouvait une autre dynastie, bien distincte de celle des ducs, celle des comtes de Bourgogne, qui n'étaient pas vassaux du roi de France et qui disposaient d'une autonomie quasiment complète. Car, comme je le disais, l'Empire n'avait rien d'un État centralisé, il était assez largement émietté. Alors, du côté des rois de France, évidemment, l'intérêt portait d'abord sur le duché, qui était assez proche du cœur des possessions personnelles du roi de France, ce qu'on appelle le domaine royal, et qui était centré d'abord sur une zone allant plus ou moins de la Loire à la Picardie, et centré sur le bassin parisien. Et donc les rois s'assurèrent une forme d'influence indirecte sur ce duché de Bourgogne, grâce à la présence à la tête de ce fief d'une famille cadette des Capétiens. Cette dynastie était considérée comme une alliée relativement fiable de la couronne, bien plus que le duc de Normandie, évidemment. Bon, j'allais dire, c'est pas très difficile. Et on en a plusieurs traces. En 1214, lors de la bataille de Bouvines, face à un pseudo-empereur et à sa coalition d'affreux anglais, flamands et j'en passe, le roi de France, Philippe Auguste, put compter sur le duc Eudes III, à qui il confia l'aile droite de son armée. Les relations restèrent relativement solides entre les rois capétiens et leurs cousins de plus en plus lointains. En 1318, le duc Eudes IV de Bourgogne put ainsi épouser la fille aînée du roi de France Philippe V le Long, à savoir Jeanne de France, que vous avez ici. Alors, il s'agit d'une opération assez sordide en réalité, et qui va avoir des effets assez importants, puisque par ce mariage entre Eudes de Bourgogne et Jeanne de France, le roi de France Philippe V, en quelque sorte, neutralisait le duc de Bourgogne. Pourquoi ? Parce que le duc de Bourgogne aurait dû, en toute logique, défendre les intérêts d'une nièce qui avait des droits sur la couronne. Et donc, en lui proposant cette héritière qui va être dotée de multiples comtés, en particulier la Franche-Comté et l'Artois, le roi Philippe V a réussi à acheter, en quelque sorte, le silence du duc Eudes IV et à l'associer à cette prise de pouvoir, puisque Philippe V, en tant que frère de Louis X, n'aurait pas nécessairement, selon toutes les configurations, dû lui succéder. Alors, cette affaire concernait le duché, bien sûr. Eudes IV était duc de Bourgogne, mais aussi le comté, la Franche-Comté, dans la mesure où, je le disais, Jeanne de France était l'héritière de ce territoire. Pourquoi ? Parce que Jeanne de France elle-même
était la fille du roi de France, bien sûr, Philippe V le Long, mais aussi de Jeanne de Bourgogne. Jeanne de Bourgogne-Comté. À chaque fois, il faut raisonner évidemment avec ces deux Bourgognes. Et Jeanne de Bourgogne-Comté n'était pas n'importe qui, puisqu'elle-même héritait de deux comtés, celui de Bourgogne, le comté de Bourgogne, qui venait de son père Othon IV, et le comté d'Artois, qui venait d'un personnage bien connu, Mao d'Artois, bien connu grâce à la série Les Rois Maudits, entre autres. Et Jeanne de Bourgogne, donc la mère de Philippe V le Long, la femme de Philippe V le Long, pardon, transmet ses droits sur l'Artois et la Franche-Comté à Jeanne de France. Alors, c'est très important parce que ça veut dire que par ce mariage de 1318, on voit déjà se constituer un ensemble territorial très important, qui regroupe autour du duché de Bourgogne la Franche-Comté, l'Artois. Et d'ailleurs, la transmission fonctionne bien, puisque le duché, le comté et d'autres territoires dans l'Artois vont passer à un jeune garçon, Philippe de Rouvre, qui est le petit-fils d'Eudes et de Jeanne de France, en 1348-1349. Donc ce petit garçon a été appelé Philippe de Rouvre, du nom du château bourguignon dans lequel il est né, d'ailleurs dans lequel il va aussi mourir. Alors, la situation entre 1318, date de ce mariage, et 1349 va beaucoup évoluer à la tête du royaume de France pour une raison simple, c'est qu'on a un changement de dynastie. Je passe sur celui-ci. Comme vous le savez sûrement, Philippe IV le Bel a laissé 3 fils qui vont se succéder sans avoir d'héritier mâle. Louis X, Philippe V, celui dont je vous parlais précédemment, et puis Charles IV. Et à la mort de Charles IV en 1328, eh bien, il n'y a plus de fils en lignée directe, et donc les grands du royaume décident d'accorder le titre de roi de France à un cousin, Philippe VI de Valois, qui descend lui-même du roi Philippe III par les mâles, ce qui est une manière évidemment d'éviter les conflits de succession et d'écarter un certain nombre de prétendants potentiels. L'un d'entre eux va se réveiller un peu plus tard. Il s'agit du roi d'Angleterre Édouard III, lui-même descendant de Philippe le Bel. Alors, pour la petite histoire, évidemment, comme vous le savez, cette revendication de 1337 va aboutir à ce très long conflit que l'on appelle la guerre de 100 ans. Donc, on voit, 1328, changement de dynastie, on passe des Capétiens directs aux Valois, puisque Philippe VI est le fils de Charles de Valois, et début de la guerre de 100 ans, 1337. Et donc, les ducs de Bourgogne continuent leur petite affaire, ils restent très fidèles du roi de France. Eudes IV, c'est vraiment un homme extrêmement influent auprès du roi de France, Philippe VI, qui va se montrer d'ailleurs assez généreux avec lui. Il faut dire que la Bourgogne constitue un véritable clan à la cour du roi de France, Philippe VI, qui a d'ailleurs épousé une bourguignonne, Jeanne de Bourgogne, que l'historiographie appelle tantôt la malreine ou la boiteuse. Bon, on ne l'apprécie pas beaucoup parce qu'elle a joué un rôle très important dans le gouvernement des finances, et en particulier la surpervision de l'impôt, ce qui n'est pas la meilleure manière de se gagner une popularité. Puis, voilà, confier le pouvoir à une femme, ça généralement aboutit à des critiques assez rudes. Alors, toujours est-il que ce parti bourguignon qui est très présent à la cour de Philippe VI va faire les frais des défaites de la guerre de 100 ans, et en particulier de la défaite de Crécy en 1346, au cours de laquelle le roi Philippe VI est écrasé par les archers anglais notamment, et donc ça aboutit à une véritable purge dans le gouvernement royal. Les Bourguignons sont écartés. C'est la faute des Bourguignons. C'est eux qui ont amené à ce désastre. On accuse ce parti bourguignon de la débâcle. Alors, là-dessus arrive la peste noire, 1348-1349, qui fait encore le ménage dans les rangs des Bourguignons, ce qui aboutit à la mort du duc Eudes IV, de son épouse, et on se retrouve avec un petit garçon dont je vous parlais, Philippe de Rouvre, très jeune, qui se retrouve donc héritier de cet ensemble de territoires.
Et en 1350, c'est au tour du roi de mourir, Philippe VI. Donc on se retrouve dans une toute nouvelle configuration où apparaît un nouvel homme fort, Jean de Lebon, fils de Philippe VI, qui va jouer de manière très habile en se remariant avec la mère du petit Philippe de Rouvre, Jeanne de Boulogne, qui est elle-même veuve, et en épousant la mère de Philippe de Rouvre, en fait, Jean le Bon, qui est roi de France, va également exercer un contrôle sur tous les territoires de ce jeune prince. Alors, Jean le Bon, c'est un personnage bien connu, un roi chevaleresque, qui a d'ailleurs contribué au début de la construction du donjon de Vincennes, comme on sait, et qui a un tempérament extrêmement impulsif, à la différence de son fils. Eh bien, Jean le Bon se présente comme le protecteur de Philippe de Rouvre, hein, qui est le fils de sa nouvelle épouse. Et d'ailleurs, lui-même, Jean le Bon, est un peu bourguignon, puisque sa mère, Jeanne de Bourgogne, est liée à la famille bourguignonne. Donc en fait, il joue un rôle auprès de Philippe de Rouvre en tant que cousin, un cousin expérimenté, évidemment. Alors, ça permet à Jean le Bon de gouverner le duché de Bourgogne, tout simplement, à partir de 1350, ainsi que la Franche-Comté et l'Artois. Jean le Bon, en tant que chef de cette famille, réfléchit à une alliance pour le petit Philippe de Rouvre, une épouse de très haut rang, bien sûr. On a affaire à un jeune prince qui possède de multiples territoires. Et donc, pour trouver une épouse de son rang, il va chercher du côté de la Flandre. Il s'agit d'une princesse, Marguerite de Malle. Alors, Marguerite de Malle est une des plus riches héritières potentiellement du royaume de France. Son père, c'est le comte de Flandre. Alors, attendez, non. Je me suis trompé de bouton. Voilà. Son père, c'est le comte de Flandre, Louis de Malle, que vous avez ici. Et sa grand-mère, c'est Marguerite de France, qui est la cousine de cette Jeanne de France à qui on avait donné tous les héritages pour faire plaisir à Eudes IV. Alors, autant dire que Marguerite de France était furieuse de cette décision et qu'elle va contester tous ces héritages. Et elle a un atout pour elle, c'est qu'elle survit à la Grande Peste. Elle survit à peu près à tout, ce qui va lui permettre de récupérer beaucoup de ses héritages et de jouer un rôle important dans la mise en place de ce qu'on appellera ensuite l'État bourguignon. C'est pour ça, d'ailleurs, que je lui ai consacré un livre, bien sûr, en raison de ce rôle tout à fait fondamental. Alors, cette très jeune fille promet non seulement d'hériter de la Flandre, mais on va le voir, de bien d'autres territoires, jusqu'à 5 comtés. J'y reviendrai. Alors, Jean le Bon, comme on le sait, continue la guerre contre les Anglais et se montre assez peu efficace, malheureusement. En 1356, il affronte l'armée anglaise lors de la bataille de Poitiers. Alors là, c'est véritablement un désastre. Jean le Bon refuse de reculer, selon un serment qu'il a pris en tant que chef de l'ordre de l'Étoile. Et à ses côtés se retrouve son plus jeune fils, Philippe, voilà, qui l'aide à résister du haut de ses 13 ans. Et selon un chroniqueur italien, que les historiens français aiment bien remettre en cause, c'est vrai que le récit est tout à fait charmant, on peut se demander s'il a eu lieu, mais en tout cas, selon ce chroniqueur, Philippe le Hardi prévient son père, lui-même ne peut pas combattre, et il le prévient pour qu'il pare les coups. Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche. Et il gagne le surnom de Hardi et une relation très forte avec son père, qui ne va pas oublier du tout ce jeune garçon qui a combattu à ses côtés. Philippe, âgé de 13 ans, part avec son père en captivité, ce qui va le mener en Angleterre. Le gouvernement revient alors au fils aîné de Jean le Bon, à savoir Charles Dauphin, qui se retrouve dans une situation épouvantable, Étienne Marcel, la jacquerie, etc. Jean le Bon est libéré en 1360 à la suite d'un traité de paix qui
laisse aux Anglais un très vaste territoire au sud-ouest du royaume, traité de Bretigny-Calais, et il décide, en arrivant en France, il arrive par Calais, de reconnaître Philippe de Rouvre comme majeur. Il lui confie, entre guillemets, les clés de la boutique sur ses propres territoires. Alors, Philippe de Rouvre, majeur, oui, bon, il est âgé de 14 ans. C'est une majorité qui suppose quand même un petit coaching. Alors, un an plus tard, ce jeune Philippe de Rouvre est frappé d'une nouvelle vague de peste. On a plusieurs résurgences de la peste après 1348. Et cette fois-ci, il succombe à l'âge de 15 ans, sans héritier. Il a été marié à Marguerite de Malle, elle a 11 ans. Elle vient d'ailleurs, on a le détail de son voyage en Bourgogne, elle arrive au milieu de la peste. Et en fait, à ce moment-là, la cour de Bourgogne décide de l'isoler du foyer dans lequel se retrouve son mari. Donc elle retourne en Flandre, elle est veuve à 11 ans. On l'appelle déjà Madame la Duchesse de Bourgogne, parce qu'elle a été mariée à ce premier duc. Alors, bon, c'est un coup dur parce que autour de ce couple, il y avait vraiment une alliance qui était en train de se faire et qui visait à rapprocher la Flandre du royaume de France, ce qui n'est pas gagné, comme on va le voir. Alors, le roi de France, Jean le Bon, va réclamer le duché de Bourgogne. Non pas parce que ce serait un apanage qui reviendrait au roi faute d'héritier mâle, mais tout simplement parce que Jean le Bon est lui-même bourguignon par sa mère. Et donc, il revendique et s'empare du duché de Bourgogne, ce qui lèse là encore d'autres héritiers potentiels, notamment un certain Charles le Mauvais, roi de Navarre, qui va être l'ennemi principal de Charles V. Jean le Bon, en revanche, ne va pas jusqu'à réclamer le comté de Bourgogne, sur lequel il n'a aucun droit. Et donc, ce comté de Bourgogne va revenir, comme l'Artois, va passer de Philippe de Rouvre à, attention, suivez bien, sa grande-tante, Marguerite de France. On remonte parmi les héritiers en l'occurrence, de Mao d'Artois. Voilà. Donc, comme la branche de Jeanne de France s'est arrêtée avec Philippe de Rouvre, Marguerite de France récupère la Franche-Comté et l'Artois. Depuis le temps qu'elle attendait, ça fait 30 ans qu'elle réclamait ça. Voilà. Et elle a survécu à tout le monde, y compris à son petit-neveu. Alors, il faut bien comprendre que d'un point de vue dynastique et des conséquences pour l'équilibre politique, la mort de Philippe le Rouvre en 1361, c'est évidemment quelque chose de tout à fait conséquent. À ce moment-là, Philippe le Hardi reçoit de son père la promesse, d'abord secrète, de récupérer le duché de Bourgogne. En fait, une fois qu'il a récupéré le duché de Bourgogne, le roi de France décide de l'accorder à ce jeune fils qui a encore assez peu de terres. Et d'ailleurs, on a, dans la lettre par laquelle il donne le duché de Bourgogne à son fils, une allusion au courage de celui-ci lors de la bataille de Poitiers. Donc le roi se souvenait de cette affaire. Et Philippe le Hardi se retrouve donc duc de Bourgogne. Son père essaye de pousser l'avantage un petit peu plus loin. Alors là, il va se brûler les ailes en essayant... non, c'est pas la peine. En essayant de s'emparer de la Franche-Comté. Alors, donc Jean le Bon et Philippe le Hardi tentent de s'emparer de la Franche-Comté. Alors, là aussi, une arnaque comme les rois de France en ont l'habitude. Ils expliquent à l'empereur qu'il n'y a pas d'héritier mâle. Donc il faut un héritier mâle. Oui, dans l'Empire, comme dans la plupart des territoires, s'il n'y a pas d'héritier mâle, on prend un héritier femme. Ce n'est pas un problème. Elles ne sont pas prioritaires, mais elles ne sont pas interdites de succession. Bon, l'empereur est d'accord. La Franche-Comté, c'est vraiment pas son problème. Il veut garder l'alliance avec le roi de France. Donc vous avez une opération assez moche sur le plan politique, parce qu'on va recruter des routiers, des gens qui ont abandonné la guerre depuis la paix avec les Anglais, qui commence à piller la Franche-Comté, mais Marguerite de France, c'est une femme à poigne qui vient personnellement en Franche-Comté et qui rassemble les barons contre la France. Parce que les barons de Franche-Comté, s'il y a quelque chose dont ils ne veulent pas, c'est obéir au roi de France. Ça sera la même chose quand Louis XI va envahir la Bourgogne. Le duché de Bourgogne, ça passe, la Franche-Comté,
c'est pas possible. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une invasion des Francs-Comtois qui menacent le duché de Bourgogne. Alors, ça, c'est vraiment un désastre. C'est les derniers mois de la politique de Jean le Bon. Ça aboutit même, à ce moment-là, à ce que le fils de Marguerite de France, qui est donc son héritier, le comte de Flandre Louis de Malle, commence à se rapprocher des Anglais, disant « Puisque le roi de France veut me déposséder de mon territoire, je vais me rapprocher des Anglais. » Alors là, Jean le Bon fait quelque chose de formidable, il meurt. Voilà, c'est vraiment ce qui pouvait arriver de mieux pour le royaume, il faut le dire, et immédiatement, évidemment, son fils, Charles V, va reprendre les choses en main. Alors, évidemment, tout ça commence par un sacre, qui est très bien documenté, le sacre de Charles V à Reims en 1364, et qui est probablement déjà l'occasion de prendre des contacts, parce que lorsqu'on observe ce manuscrit qui est conservé à Londres, et qui a été commandé par Charles V, on note la présence de Philippe le Hardi, je vous l'avais mis sur l'affiche, qui en tant que premier père va donner au roi ses éperons d'or, mais vous avez également parmi les pères du royaume le comte de Flandre, on le reconnaît bien parce qu'il y a le lion de Flandre sur son habit, et il y a aussi, alors elle est plus discrète, Marguerite de France, qu'on reconnaît parce qu'elle a un voile de veuve, mais on l'a mise derrière, c'est une dame, dans la cérémonie, mais en tant que comtesse d'Artois, elle est paire de France, et donc elle est présente. Et en fait, on voit que Charles V est en train de rapprocher ces gens-là. Et j'allais dire, il y a urgence, parce qu'effectivement, le risque, c'est que le comte de Flandre remarie sa fille à un Anglais. Et là ça serait tout à fait catastrophique. Alors, voilà. Je reprends. Alors, Charles V, il se montre tout de suite beaucoup plus stratège que son père sur la question bourguignonne. Tout d'abord, il explique qu'on ne touchera plus à Franche-Comté. Voilà, Marguerite de France restera comtesse de Franche-Comté. On retire les soldats. Et d'ailleurs, on se demande un petit peu ce qu'il faut faire de tous ces soldats qui ont été réunis en Bourgogne pour aller attaquer les Francs-Comtois. Donc, on prend du Guesclin. Amenez-moi tous ces salopards en Espagne. Ces gens qu'on appelle des routiers, qui sont des combattants en rupture de banc, pour s'impliquer dans une guerre civile entre deux princes qui se disputent la Castille, ce qui va permettre effectivement d'évacuer une bonne partie de ces gens qui vont partir de Bourgogne pour aller jusqu'en Espagne, ce qui soulage un petit peu les tensions localement. Et puis surtout, là on commence à rentrer dans la grande diplomatie pour savoir que faire de cette jeune princesse, Marguerite de Malle, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que sa grand-mère Marguerite de France a hérité de l'Artois et de la Franche-Comté, Marguerite de Malle, elle se retrouve héritière de 5 comtés, la Flandre, l'Artois, le comté de Nevers, le comté de Rethel et la Franche-Comté. Donc un territoire gigantesque, et elle est à marier. Là, en 1364, elle a 14 ans, les offres ne manquent pas, et donc tout le jeu, ça va être une opposition de diplomatie entre, d'un côté, Édouard III, roi d'Angleterre, et de l'autre, Charles V, pour savoir si Marguerite de Malle épousera un prince anglais, un des fils d'Édouard III. À un moment, c'est Edmond l'Anglais qui est pressenti, ou bien le frère du roi, Philippe le Hardi. Alors, tout ça, évidemment, donne lieu à de multiples négociations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue de la Flandre, un rapprochement avec l'Angleterre est quand même intéressant, pour des raisons commerciales. L'Angleterre exporte des laines, et les Flamands fabriquent du drap. Or, il y a eu plusieurs affrontements entre la Flandre et l'Angleterre qui ont abouti à des blocus qui ont ruiné l'économie flamande. Donc Louis de Malle regarde depuis la Flandre vers l'Angleterre avec intérêt. Alors là, les choses sont tendues. À un moment, il semble vraiment se rapprocher d'une alliance avec le roi d'Angleterre. Et c'est alors qu'intervient sa maman, Marguerite de France, qui est elle-même fils d'un roi de France, Philippe V. Son mari a été tué par les Anglais à la bataille de Crécy.
le père de Louis de Male, et donc elle devient l'alliée de Charles V dans la négociation, et ce qui n'était pas gagné. On voit que Charles V a été habile en 1364 en désamorçant la crise avec elle. Il avait certainement compris qu'elle pouvait être une alliée. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tanner son fils. On a multiples mentions de son séjour à la cour de Flandre. On a même un épisode qui est rapporté par les chroniqueurs absolument dramatique, au cours duquel elle le menace de se couper les seins devant tout le monde, de les jeter au chien pour montrer qu'il est un ingrat, que elle qui l'a nourri de son lait, il doit lui obéir. Donc elle lui dit, ta fille épousera un Français, point final. Et donc la scène est rapportée, et elle ajoute également qu'il sera déshérité. Alors, quel argument a le plus pesé on ne sait pas, mais au final, Louis de Male rentre dans de bonnes dispositions, et en 1369, il accepte de marier Marguerite de Male, sa fille, avec Philippe le Hardi. Et alors, il y a un autre personnage qui a joué un rôle important, qui est le pape Urbain V, qui est un pape pro-français, français même, qui a été un allié de Charles V, puisqu'il a accordé une dispense de mariage à Philippe le Hardi pour épouser n'importe quelle cousine. Voilà, Il se trouve qu'effectivement, il y a des liens de sang avec Marguerite de Male, alors qu'il l'a refusé au prince anglais. Voilà, donc c'était évidemment une manière de favoriser cette alliance. Et donc tout ça aboutit à un mariage qui est célébré le 19 juin 1369 dans la ville de Gand, en Flandre, entre Philippe le Hardi et Marguerite de Male. Et pour la petite histoire, l'évêque de Tournai qui les marie, c'est un franc-comtois, qui a dû sa carrière d'ailleurs au piston entre guillemets de Marguerite de France. Donc tout cela est bien organisé. Alors Marguerite de Male a 19 ans, elle se retrouve pour la deuxième fois duchesse de Bourgogne, pour la deuxième fois mariée à un Philippe. Donc très bien. Alors cette fois-ci, l'alliance a coûté quand même assez cher au roi de France, parce que Louis de Male a exigé du cash. Voilà. Et dans le traité de mariage, c'est prévu qu'il faut que l'argent soit livré avant le mariage. Une somme énorme, 200 000 livres. On n'est pas très loin d'une tonne d'or, qui ont été acheminés depuis Paris par Charles V. Enfin, disons, l'argent est rassemblé par Charles V et mené en Flandre. Donc le trésor avait été stocké au Louvre. Alors, il fallut également une autre concession auprès de la Flandre, qui était de restituer à la Flandre les villes de Lille et de Douai. La Flandre wallonne, la Flandre gallicante, qui avait été conquise par Philippe IV le Bel. Et donc, après 50 ans, la Flandre récupère Lille et Douai. Alors, Philippe le Hardi a été un petit peu filou dans cette affaire, parce que le roi de France lui a fait promettre de rendre au roi les villes de Lille et de Douai. Le problème, c'est que des serments similaires ont été passés avec Louis de Male, qui a notamment exigé que sa fille promette de ne jamais rendre les... Donc, bon, on reviendra dessus, mais après la mort de Charles V, il semble que cette promesse ait été un petit peu oubliée. Alors, Philippe le Hardi est absolument ravi, il est ruiné par ce mariage, il a amené des cadeaux pour tous les Flamands, et les seigneurs flamands sont habitués à de belles choses. C'est un pays extrêmement riche, et donc il a fallu dévaliser les bijoutiers parisiens et arriver avec des colliers, des bagues, etc. Le roi de France a prêté de l'argent d'ailleurs pour ses colifichets, donc c'est un mariage qui coûte très cher financièrement à la France, mais qui évite un désastre, à savoir de faire basculer cet immense héritage de 5 comtés entre les mains d'un Anglais. Et donc à partir de là va débuter une relation tout à fait fraternelle entre la France et la Bourgogne, qui d'ailleurs est limitée au duché de Bourgogne jusqu'en 1380, parce qu'il faudra attendre 1384 pour que tous les territoires de Louis de Male passent à sa fille. Donc du vivant de Charles V, Philippe le Hardi est duc de Bourgogne. Il ne va pas hériter encore de la Flandre. Alors, durant ce règne de 16 ans, les relations entre France et Bourgogne sont évidemment au beau fixe. Lors du sacre de 1364, évidemment, Philippe le Hardi, âgé de 22 ans,
se retrouve à la place d'honneur en tant que premier des pairs du royaume de France. Ces 6 princes laïcs et ecclésiastiques qui sont censés symboliser par leur rôle dans la cérémonie le soutien du clergé et de la noblesse au nouveau roi. Et donc on peut le voir vêtu de ces armoiries, évidemment, au pied du roi, à genoux, en train de lasser les éperons dorés, symbole de l'appartenance du nouveau souverain à la chevalerie. Alors, cette proximité politique, elle est largement due à la bonne entente entre le roi et ses 3 frères cadets, qu'on a déjà évoqués, Philippe, bien sûr, mais également Louis d'Anjou et Jean de Berry. Ces 4 princes, unis par le sang royal, sont aussi unis par une affection réelle, et ils forment, en quelque sorte, les véritables piliers de l'État monarchique. Tous ont été éduqués ensemble à la cour de Jean le Bon, qui est une cour plutôt brillante, même si on a souligné beaucoup l'aspect chevaleresque, voire brutal de Jean le Bon. C'est aussi un homme qui s'est intéressé aux collections de manuscrits, même si l'éducation des 4 garçons n'a pas été du même niveau, si je puis dire. J'y reviendrai. Tous les fils ont repris du roi Jean le Bon un goût pour les manuscrits et un attachement pour les arts, mais aucun n'a le niveau intellectuel de Charles V, qui est le plus doué intellectuellement, et qui semble avoir exercé un ascendant très clair sur ses frères, et en particulier sur Philippe le Hardi, qui est, il faut le dire, un peu moins attiré par les choses de l'esprit, par l'écrit. Autant on a beaucoup de mentions autographes de Charles V. Ici, c'est bien connu, c'est un ex-libris, c'est une signature de la main du roi dans une chronique, la fleur des chroniques, ces chroniques des papes et des empereurs sont à nous, Charles le 5e de notre nom, roi de France, et le Filmfer l'an 1368. Donc on voit très bien, signé Charles. On n'a aucun document écrit de la main de Philippe le Hardi. Il faudra attendre son fils Jean le Bon pour voir des princes bourguignons signer ou encore écrire. Cet ascendant intellectuel du roi se double aussi d'une autorité réelle de Charles V sur ses cadets qui le craignent. On a beaucoup de courriers dans lesquels il se montre extrêmement déférent vis-à-vis de lui, notamment quand ils lui rendent des comptes pour les missions que Charles V leur a confiées. Il leur confie notamment des lieutenants généraux du royaume dans les différentes parties. C'est des lettres qui commencent par « Mon très redouté Seigneur », ce qui n'empêche pas, bien entendu, des liens d'affection qu'on voit se concrétiser à certaines occasions, par exemple lors des baptêmes. En 1373, un fils de Philippe le Hardi est baptisé en Bourgogne. Le roi Charles est choisi comme parrain. Donc le petit garçon s'appellera Charles, il ne survivra pas. Et là on voit un des aspects du caractère de Charles V. Charles V ne vient pas à Dijon, il envoie des gens le représenter. C'est un roi qui voyage assez peu, il faut le reconnaître. Comme effectivement le disaient les Anglais, un roi avocat, voire un roi de cabinet. Alors, sous le règne de Charles V, Philippe se montre un fidèle serviteur de la couronne, à laquelle il doit évidemment toute sa fortune. Il faut dire que le roi a délibérément intégré à son gouvernement les 3 cadets, qu'il appelle dans ses lettres très chers et très aimés frères. Un chroniqueur du XVe siècle explique d'ailleurs que ces hommes étaient sur la même longueur d'onde, en quelque sorte, plusieurs têtes sous un même bonnet, décidant d'une seule volonté. Le roi parvient en particulier à gérer les rivalités qui peuvent exister entre ces cadets. Alors, entre Jean de Berry et Philippe le Hardi, très bonne entente. Jusqu'à la mort de Philippe le Hardi, les 2 princes s'adorent. On le voit dans les étrennes qui se donnent tous les ans. Généralement, les plus beaux cadeaux de Philippe le Hardi sont pour le roi, pour son épouse et pour Jean de Berry. Il semble que la personnalité de Louis d'Anjou soit plus compliquée. C'est le 2e. Il se montre plus solitaire, plus ambitieux aussi. D'ailleurs, après la mort de Charles V, lorsque le trésor royal va disparaître en grande partie, on a tendance à pointer Louis d'Anjou, qui serait parti avec la caisse pour aller envahir l'Italie. Alors, on voit aussi d'ailleurs que ces tensions en 1380, lorsque Louis d'Anjou affirme avoir la place d'honneur lors d'un banquet, et Philippe le Hardi le chasse physiquement, en disant « Je suis le premier pair de France, laisse-moi la place ». Il le dégage brutalement et s'assoit à la place
à la table du nouveau roi Charles VI. Voilà, on voit très bien, les relations sont assez différentes. Mais du vivant de leur frère, évident qu'une telle scène n'aurait jamais pu arriver. Alors, si Philippe le Hardi est un serviteur du roi, c'est d'abord en tant que soldat contre les ennemis, les Anglais. Dès l'été 1364, on le voit actif lors de la prise de plusieurs châteaux, près de Chartres, où il se signale par sa hardiesse. Il combat les routiers qui infestent le royaume. Il combat évidemment Charles de Navarre, Charles le Mauvais, qui revendique lui aussi la couronne de France et qui en plus pourrait aussi revendiquer le duché de Bourgogne. Voilà, donc lui, évidemment, personne ne peut l'encadrer chez les Valois. À partir de 1369, la guerre reprend avec l'Angleterre, puisque le traité de Bretigny-Calais en fait, est sabordé par Charles V, qui refuse tout simplement d'appliquer les concessions que son père avait accordées pour être libéré. Et donc, Philippe le Hardi se retrouve lieutenant général du roi sur plusieurs fronts, en Normandie, en Picardie, dans le nord, dans le sud-ouest également, parfois aux côtés du Guesclin. Le roi prévoit même de le nommer chef d'une expédition en Angleterre, un projet de conquête qui échoue peu de temps après 1369, mais que Philippe le Hardi va garder en tête et qu'il retentera d'effectuer en 1386. Alors, Philippe le Hardi, c'est un honnête chef de guerre, bien sûr, mais c'est peut-être davantage un diplomate. Et Charles V va faire appel à lui dans les négociations très compliquées pour essayer d'aboutir à un accord avec les Anglais. Et au cours des années 1370, on a de multiples conférences pour faire avaler aux Anglais leur chapeau, qui renoncent au titre de roi de France, qui, bon, ne fonctionne pas vraiment, mais on voit multiples occasions, et en particulier, Philippe le Hardi vient souvent en Flandre à ce moment-là. Il prépare le terrain pour un territoire dont il va hériter, il le sait, il se rapproche de son beau-père Louis de Malle. Et puis, il faut bien comprendre qu'en Flandre, on a intérêt à une paix avec les Anglais. Et donc, les conférences qui se passent à Bruges sont l'occasion pour Philippe le Hardi de comprendre que les gens dont il va être un jour le prince sont assurément hostiles, en fait, à un affrontement de longue durée avec l'Angleterre. Il le retiendra au début du XVe siècle en essayant de neutraliser le territoire dans la guerre franco-anglaise. Alors, Philippe le Hardi est également envoyé en mission auprès du pape, auprès de la cour pontificale à Avignon. En août 1376, on a dans la comptabilité le détail d'une superbe ambassade dont le trajet sur le Rhône avec des barques a beaucoup impressionné les contemporains. Alors, on comprend évidemment d'un côté l'intérêt que le roi a à faire appel à ce cadet. Du côté de Philippe le Hardi, évidemment, il y a multiples récompenses qui viennent du service du roi. Le roi se montre très généreux avec son frère. Il l'autorise en particulier à prélever une part croissante des revenus tirés de l'impôt royal, qui viennent alimenter les caisses de Philippe le Hardi. Ça lui permet d'ailleurs de tenir une cour qui est, au-delà de ses moyens. C'est une habitude d'ailleurs qu'il va prendre et qu'il va continuer d'avoir après la mort de Charles V, où là, il va y avoir véritablement quasiment une main basse sur les finances royales, qui sont lessivées par Philippe le Hardi et par d'autres, ce qui va d'ailleurs aboutir à des conflits. Alors, il se voit accorder des pensions, des dons, évidemment. Alors, un exemple, en 1372, lors d'une campagne militaire, il se voit accorder une pension de 1000 francs par mois. Pour donner un ordre de grandeur, un SMIC ouvrier, c'est 40 francs. Donc, 12 000 francs par an, c'est à peu près l'équivalent de 300 SMIC. Voilà, c'est des sommes intéressantes. Alors, il y a des frais, mais ça permet quand même au duc de Bourgogne d'avoir un train de vie bien au-delà de ses moyens. Et Charles V s'attache à honorer ses frères à l'occasion de visites protocolaires. Il les met en avant, et en particulier lors d'un très très grand événement qui a lieu en 1378, qui est la visite de l'empereur Charles IV auprès du roi de France Charles V, où Philippe et son frère Jean sont envoyés par le roi accueillir l'empereur lorsqu'il arrive à Senlis. Et donc là, on a mention dans les grandes chroniques de France, tantôt après, un petit espace, c'est-à-dire peu de temps après, à une lieue de la dite ville de Senlis, où plusieurs vinrent à l'encontre du dit empereur de par le roi de France, ses frères, les ducs de Berry,
et de Bourgogne, le comte de Harcourt, etc., etc. Et donc là, on a les princes envoyés par le roi qui reçoivent ce vieux roi Charles IV, malheureux, et là, il est à cheval, en fait. Ensuite, il va terminer son voyage dans une litière, car il est vraiment assez perclus de rhumatisme. Le grand malheur des princes de l'époque, c'est la goutte. Bon, d'ailleurs, d'autres en seront frappés. Le duc de Bourgogne peut également commencer à faire entrer dans l'appareil royal des partisans, faire ce qu'on appellerait de nos jours de l'entrisme. Vous avez par exemple le bailli de Dijon, Hugo Briot, qui devient prévôt de Paris en 1367. Donc l'appareil royal commence à être colonisé par des créatures de Philippe le Hardi. Ça reste dans des proportions modestes parce que Charles V est là pour limiter les choses. Et on voit également des conseillers du roi se mettre à recevoir des dons de Philippe le Hardi, en particulier pour l'aider dans ses demandes d'argent auprès du roi. Et la diplomatie bourguignonne a quand même un atout, qui sont les vins de Beaune. La ville de Beaune, là où les bons vins sont. Eh bien, les bons vins de Beaune sont très appréciés à Paris dès le XIVe siècle, d'autant que, comme on le sait, Philippe le Hardi a amélioré la vigne dans ses domaines. Et donc, on offre des vins au tonneau. 365 litres, c'est le minimum. 2, 3, 4 tonneaux. Aux gens de la Chambre des comptes qui contrôlent la comptabilité, quand Philippe le Hardi a fait des missions, il envoie des notes au roi. Les gens qui font la note, ils reçoivent des petits cadeaux. Les gens qui s'occupent des impôts, etc., les gens du Parlement, tout cela permet évidemment d'arrondir les angles. Mais Charles V est toujours là, je dirais, pour canaliser les ambitions de son frère, qui, aux yeux du roi, ne doivent pas se faire au détriment de la souveraineté. Et on le sait très bien, dans toutes les ordonnances, dans toutes les concessions que Charles V fait, y compris à ses frères, il y a toujours le maintien de la souveraineté royale. Voilà, il faut maintenir les droits du roi. Et comme son père, Jean le Bon, le roi veille à ce que la Bourgogne demeure dans le ressort judiciaire du Parlement de Paris. Il n'y a pas l'idée qu'on va affranchir ce territoire de l'autorité de la grande cour royale parisienne. Alors, justement, puisqu'on parle de Paris et des environs, Philippe le Hardi réside très souvent à Paris, autour de Paris, tout simplement parce qu'il passe beaucoup de temps à la cour royale. Et donc, il dispose d'un grand nombre de propriétés qui sont éparpillées dans le bassin parisien, et parmi lesquelles on note une propriété qui est appelée Conflans, mais en fait, c'est à Charenton, une résidence à Vincennes, dont je reparlerai, et puis en particulier un grand hôtel à Paris, qui est d'abord l'hôtel de Bourgogne, dans lequel il vient souvent. Alors ça tombe bien parce que le duc de Bourgogne est très parisien, Charles V est encore plus parisien. C'est un roi qui voyage extrêmement peu, aller jusqu'à Tournai une fois pour essayer de convaincre le comte de Flandre de marier sa fille, c'est un petit peu son record. Et donc, le duc de Bourgogne réside parmi les dizaines de résidences qu'il possède à l'échelle du royaume, très souvent à Paris et autour de Paris. On a des relevés qui ont été effectués dans la thèse de Florence Berland sur la cour de Bourgogne à Paris, qui nous montrent les lieux de résidence, essentiellement Paris, et puis un petit peu derrière, on voit Vincennes, on voit également Melun, Senlis. Alors là, c'est plutôt sur la route quand il se rend en Bourgogne, en Flandre. Et donc vous avez ces itinéraires très fréquemment fréquentés par Philippe le Hardi. Et le duc était lui-même propriétaire, je le disais, d'un hôtel particulier à Vincennes qu'il finit tout de même par abandonner au fur et à mesure que le chantier du château royal de Vincennes prend forme. Il préfère profiter d'une résidence à l'intérieur du château royal. Alors, on a une mention qui est bien connue, qui mentionne des travaux. On est un peu après la mort de Charles V, à 1383. Est-ce vrai d'environ la grosse tour de notre châtel du bois de Vincennes? C'est le roi Charles VI qui parle. Enfin, en tout cas, on le fait parler, c'est encore un jeune garçon. Est-ce édifice où est logé notre très cher et très aimé oncle le duc de Bourgogne? Donc on voit qu'effectivement, il est logé assez près des appartements du roi. Alors, il réside également beaucoup
à Paris, hein, où on a énormément d'hôtels princiers. Alors, les hôtels qu'il fréquente sont plutôt sur la rive droite, hein, qui est la rive, j'allais dire, la plus prestigieuse, notamment dans le quartier du Louvre, hein, on a quand même beaucoup de résidences princières. Il y a l'hôtel de Bourgogne, il y a l'hôtel de Flandre qui appartient à son beau-père, et puis il y a l'hôtel d'Artois, qui appartient à Marguerite de France et qui est un des mieux fournis. C'est celui dans lequel il commence à s'installer, dont il va hériter en 1384. Et il en reste, comme vous le savez sûrement, la tour Jean sans Peur qui a été édifiée par le fils de Philippe le Hardi au début du XVe siècle. Une autre résidence dont je vous ai parlé, c'est celle de Charenton, qui est très appréciée par le duc et son épouse Marguerite de Malle, avec sa vue sur la Seine, un parc, une chapelle. On fait même édifier des étuves. Marguerite de Malle veut des étuves partout. Hein. Partout où elle réside, il lui faut des bains. Et à Charenton, on est aussi très près de Vincennes. Alors, Philippe le Hardi aime beaucoup la cour de son frère. Il aime beaucoup Paris aussi, parce que c'est là qu'il achète énormément d'objets d'art, d'objets précieux. Et on a régulièrement dans les contes des dizaines de pages qui nous renseignent sur les achats. Il y trouve un immense marché du luxe, hein, le plus beau marché de l'orfèvrerie, en particulier en Europe, en cette fin de XIVe siècle. Il acquiert des bijoux, des draps d'or, des tapisseries. Il trouve également des financiers pour lui prêter de l'argent, et notamment une compagnie italienne, celle de Dino Rapondi, hein, qui s'est installée à la fois à Avignon, à Paris et à Bruges. Et donc, aux yeux de beaucoup d'historiens, Paris constitue en quelque sorte une capitale de ce qui est en train de devenir l'État bourguignon. C'est une réalité sous Philippe le Hardi, assurément, encore sous son fils Jean sans Peur jusqu'en 1419, et l'assassinat de Jean sans Peur en 1419 introduit une rupture considérable, évidemment, avec le nouveau roi Charles VII, et de toute façon Paris est à ce moment-là pris par les Anglais, donc la cour de Bourgogne va s'éloigner de Paris. Mais ça montre évidemment le fait que l'environnement intellectuel dans lequel grandit Philippe le Hardi, c'est un environnement parisien, même s'il est duc de Bourgogne. Alors ça, c'est un exemple des objets achetés lors des étrennes, hein, puisque chaque année, les princes offraient à leurs proches de très beaux cadeaux. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'un calvaire réalisé au cours de l'année 1402 à Paris, et qui a été acheté par la duchesse Marguerite de Malle pour son mari. Hein, donc c'est un calvaire qui utilise des techniques d'orfèvrerie qui sont de l'or émaillé. C'est vraiment ce qui se fait de plus remarquable à l'époque, et qui nous est conservé parce que l'objet est arrivé entre les mains du roi de Hongrie, Mathias Corvin, qui en a fait don à la cathédrale d'Esztergom, où il se trouve toujours. Alors, j'en viens maintenant au dernier point, puisqu'on a vu ici la relation entre les deux frères, à savoir en quoi Charles V a pu constituer un modèle pour la Bourgogne, en particulier du temps de son frère, Philippe le Hardi. Il est clair que le gouvernement de Charles V a été un modèle pour son jeune frère. Les qualités politiques du roi étaient connues de tous. Les Anglais, qui lui reprochaient de ne pas s'exposer assez au combat, comme l'avait fait Jean le Bon, le surnommaient le roi avocat, en raison de cette volonté de rester à l'écart des combats et de passer beaucoup de temps à éplucher la documentation. Alors, c'est vrai qu'il dirigeait essentiellement le royaume depuis chez lui et passait du temps, et en particulier dans ce fameux cabinet d'études au château de Vincennes, qui est ici reconstitué à gauche, une image que vous avez certainement déjà dû voir, d'après notamment des enluminures d'époque, hein, qui nous représentent ces marqueteries, et ces tables tournantes, hein, qui permettent de consulter plusieurs ouvrages en même temps, hein, et donc, comme vous le savez, ce studium, ce cabinet est ici, hein, au niveau du Châtelet qui protège l'entrée dans le donjon, avec une orientation vers l'ouest, hein, ce qui permet évidemment de profiter de la lumière du jour pour travailler le plus tard possible. Hein. Puis après, il y a toujours les bougies. Alors, je vous l'ai dit, Philippe le Hardi, lui, avait un caractère différent. Ce n'est pas vraiment un homme de lettres et d'écrits, mais
il a participé régulièrement au Conseil royal et à ce titre a été aux premières loges pour observer les succès de son frère, l'efficacité de sa politique et évidemment une manière pour lui d'observer un modèle, de quelqu'un capable de repousser l'ennemi, d'affirmer la souveraineté royale et même de remplir les coffres du royaume grâce à l'impôt, car avant d'être appelé le sage, Charles V était appelé le riche. Finalement, manière pour lui d'incarner les deux facettes de Salomon. Une voie que son frère entendait bien suivre à son tour. C'est sûr que le riche, ça devait lui parler. Le gouvernement de Charles V constitua, je le disais, un modèle sur plusieurs plans qu'on peut présenter rapidement. Il y a d'abord un certain nombre de décisions, de manières d'orienter sa politique qui en témoignent. On peut en citer deux. L'attitude vis-à-vis des Juifs. On le sait, Charles V constitue un des rois les plus favorables ou les moins défavorables aux Juifs, surtout si on compare avec son fils Charles VI qui va exiger leur expulsion du royaume. Il semble que Philippe le Hardi ait eu une attitude assez voisine dans ses États, en particulier dans le duché de Bourgogne. Donc ça, c'est un élément. Un autre élément, parmi d'autres, c'est la stratégie militaire. Philippe le Hardi va bien intégrer la conception de Charles V. Quelle est l'attitude de Charles V face aux Anglais ? Laisser les Anglais piller le pays, passer avec leur grande chevauchée et finalement trouver porte close partout avant de repartir bredouille. Et ça, c'est une stratégie que Philippe le Hardi va appliquer à son tour dans le duché de Bourgogne, que son épouse va appliquer parce que souvent il est absent, et c'est elle, on a tout le détail des ordres par lesquels elle met en défense le pays en expliquant qu'il faut rassembler toutes les richesses, attendre que les pillards s'éloignent et repartent sans aucun butin. Donc on le voit effectivement une proximité dans les choix politiques. Cette proximité, on la retrouve également dans la manière d'organiser le pouvoir, d'organiser les institutions. Alors, on le voit en particulier après la mort de Charles V. Parce que Charles V meurt en 1380. En 1384, l'épouse de Philippe le Hardi hérite de tout cet ensemble de territoires. C'est-à-dire qu'au départ, on a le duché de Bourgogne, mais on va voir le comté de Flandre, l'Artois, le comté de Rethel, qui est, certes plus modeste, mais assez stratégique, le comté de Nevers et la Franche-Comté. Donc là, on est en 1384, et forcément, on ne peut plus gouverner cet ensemble de la même manière qu'on gouvernait le duché de Bourgogne. Et donc, le choix de Philippe le Hardi va être de mettre en place un nouveau type de gouvernement qui va émerger entre 1384 et 1387. Alors, la conception du pouvoir de Philippe le Hardi, c'est d'abord d'avoir une équipe de conseillers fiables, relativement stables, et de gouverner par conseil, pas seul. Et ça, c'est vraiment une exigence de Charles V, qui l'a érigé comme principe de gouvernement. Le souverain décide, mais il ne peut décider sans avoir écouté ses conseillers. Quitte à faire le contraire, mais il faut demander conseil. Alors après, il faut choisir de bons conseillers. Ça, je n'aurai pas d'exemple. Alors, la leçon est entendue par Philippe le Hardi, qui va promouvoir son propre conseil et qui va établir un chancelier unique pour l'ensemble de ces territoires. Comme il y a un chancelier de France, il y aura un chancelier du duc de Bourgogne qui aura autorité sur la totalité de ces territoires, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Il va également copier des institutions royales qu'il a vues fonctionner sous la férule de son père. À Paris, on trouvait une chambre des comptes du roi, à Paris, qui avait autorité sur quasiment la totalité du royaume, qui n'était pas une invention de Charles V, qui remonte à la fin du XIIIe siècle, mais sur lequel le roi s'était appuyé. Et donc, de la même manière, Philippe le Hardi va créer en 1386 deux chambres des comptes, l'une qui va avoir autorité sur l'ensemble de la Bourgogne, duché de Bourgogne, Franche-Comté, comté de Nevers, et l'autre à Lille, sur laquelle effectivement j'ai fait ma thèse, c'est ce qui nous relie au duc de Bourgogne, et qui, elle, a autorité sur le comté de Flandre et la Franche-Comté. Donc une chambre des comptes, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équivalent d'une cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, c'est-à-dire c'est un organe de contrôle des comptabilités de tous les agents qui utilisent et qui manient l'argent
l'argent public, en l'occurrence l'argent du prince. Alors, cette stratégie effectivement d'imitation, elle est tout à fait flagrante. En revanche, Philippe le Hardi va buter sur quelque chose qu'il aurait sûrement aimé copier et que Charles V avait réussi à mettre en place, qui est une forme d'impôt systématique. Pourquoi Charles V avait réussi à imposer l'idée d'une collecte très régulière d'impôts pour payer notamment la rançon de son père. Philippe le Hardi va se heurter, lui, à une résistance beaucoup plus farouche, celle des États de Bourgogne, et encore pire, des Flamands, qui, eux, refusent d'accepter un impôt systématique. Il faut le négocier année après année. D'ailleurs, ça sera une différence structurelle entre l'État bourguignon et le Royaume de France qui va perdurer jusqu'à Charles le Téméraire, qui lui-même va continuer de devoir batailler avec les représentants des villes pour obtenir de l'argent année après année. Alors, pour mettre en place cette politique, Philippe le Hardi va recruter au sein de l'administration royale des gens qui vont le suivre, l'accompagner temporairement ou définitivement. Alors vous avez ici à gauche celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le grand chancelier du duc de Bourgogne, un certain Jean Canard, qui a commencé sa carrière au service du roi. Donc c'est un homme de droit, évidemment, licencié en droit canon et en droit civil, c'est-à-dire en droit de l'Église, un droit, entre guillemets, laïque, qui est avocat du roi au Parlement, exécuteur testamentaire de Charles V, et qui passe au service du duc de Bourgogne, qui va le nommer donc chancelier, et cette proximité lui permettra d'ailleurs d'obtenir l'épiscopat d'Arras. Vous avez ici son sceau d'évêque d'Arras. Un autre exemple, mais il y en a plein d'autres, c'est un certain Jean Cretté qui était d'abord au service du roi Charles V, clerc de la Chambre des comptes de Paris, maître des comptes du roi, et c'est lui qui va organiser, avec d'autres, la Chambre des comptes de Lille, qui va être fondée par Philippe le Hardi. Donc on le voit, on est véritablement dans un processus, ce qu'on a parfois appelé imitatio regis, l'imitation du roi. Et en l'occurrence, très clairement, le modèle que Philippe a en tête, c'est celui de son frère. Alors, nombre de principes juridiques, politiques de la monarchie vont ainsi infuser lentement dans les pays bourguignons, où ils vont se heurter d'ailleurs parfois à des usages, des coutumes. En Flandre, la centralisation étatique, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes aux villes et qui va aboutir régulièrement d'ailleurs à des révoltes. Ça n'est pas propre à Philippe le Hardi. Ses autres frères, Jean de Berry en particulier, vont eux aussi imiter ces institutions royales et les dupliquer dans leur propre territoire, en particulier les chambres des comptes. On en met un petit peu partout. Alors, ce modèle royal, il va également être imité dans des dimensions plus religieuses. Philippe le Hardi va valoriser la Sainte-Chapelle de Dijon, qu'il n'a pas fondée, qui avait été fondée par la dynastie des ducs de Bourgogne avant qu'il arrive. Il va valoriser la Sainte-Chapelle de Dijon, comme l'a fait Saint-Louis à Paris et Charles V à Vincennes, évidemment, parce que le grand projet de Vincennes, c'est pas seulement le donjon, c'est aussi la Sainte-Chapelle. Alors, Charles V va d'ailleurs offrir une épine de la couronne du Christ à son frère pour qu'il aille la porter dans sa propre Sainte-Chapelle de Dijon. Donc on voit très bien l'idée de répliquer des usages royaux et d'ailleurs essayer de créer des lieux attachés à la dynastie bourguignonne. À la Sainte-Chapelle de Dijon, on va baptiser les futurs princes. Charles le Téméraire va y être baptisé en 1433. Et puis on va le voir également, cette influence dans des chantiers. Alors, ces chantiers, évidemment, quand on pense au grand chantier de Charles V, on pense aux multiples représentations qu'on trouve dans les chroniques de France de princes bâtisseurs. C'est vrai que c'est un élément que les princes aiment beaucoup mettre en avant. Là, vous avez une représentation qui date de l'époque de Charles V dans les grandes chroniques de France et qui vous représente un roi supervisant un chantier. Alors on est dans un contexte totalement différent, un contexte troyen, peu importe, mais qui vous montre le roi dictant, donnant les ordres directement. Et comme vous le savez peut-être, Christine de Pisan, quand elle évoque Charles V, le présente comme vrai architecteur. C'est peut-être la première mention d'ailleurs du terme en français pour nous expliquer son implication dans les multiples chantiers qui vont ponctuer son règne. Alors, on le sait, Philippe le Hardi a assisté au chantier de Vincennes, il a connu les architectes, il a lui-même résidé sur place, et à son tour,
il est évident qu'il va se livrer à toute une série de constructions d'édifices nouveaux. Alors ici, vous avez le palais ducal de Dijon dans son état de 1688, hein, et en particulier ici, ce qui est actuellement l'un des éléments les plus anciens, qu'on appelle la tour de Bar, mais qu'on appelait à l'époque de Philippe le Hardi la grosse tour neuve. Et ça, c'est un chantier qui date de 1366 à 1372, et donc qui est parallèle au chantier de Vincennes. Je m'appuie ici sur un collègue historien et archéologue qui est Hervé Mouillebouche, et qui a noté un certain nombre de similitudes avec le donjon de Vincennes. Alors évidemment, on n'est pas sur la même échelle, hein. 21 mètres ici contre 50, 21 mètres à Dijon contre 50 à Vincennes, mais l'idée de rassembler un certain nombre de lieux de pouvoir liés à ce jeune prince, hein, Philippe le Hardi, qui alors, en 1366, âgé d'à peine 23 ans, construction d'un escalier à vis dans une tourelle d'angle, aménagement d'une chambre ducale au 2e étage, ajout d'une tourelle servant de garde-robe et de latrine, qui rappelle le chantier royal, mais qui en rappelle d'autres aussi, hein, le palais de la Cité, où Charles V a également fait d'autres travaux. Alors, le duc de Bourgogne a été marqué, ça on le sait, par le travail de Raymond du Temple. Alors forcément, nous sommes rue Raymond du Temple, je ne pouvais pas ignorer ce personnage. Cet architecte au service de Charles V va être engagé par Philippe le Hardi dans plusieurs chantiers. Alors, parmi ces chantiers, vous avez la construction d'un énorme château, une immense forteresse à l'Écluse. Donc on est au nord de Bruges, on est vraiment aux confins du royaume de France. C'est un territoire qui regarde évidemment vers l'Angleterre, qui contrôle les mouvements dans une zone extrêmement convoitée, hein. On est à proximité de la Zélande et de la Hollande. Et ce chantier, on sait que Raymond du Temple y a participé, ou au moins qu'il l'a supervisé, hein. Et on sait qu'évidemment, ça n'est pas la seule intervention. Raymond du Temple va être également sollicité pour un autre chantier qui est un des plus coûteux, dont il ne reste pas grand-chose, qui est la grande chartreuse de Champmolles, donc édifiée par Philippe le Hardi, et qui était destinée à servir de nécropole, un peu l'équivalent d'un Saint-Denis pour les ducs de Bourgogne. Alors, on sait que Raymond du Temple est venu à l'Écluse, hein, qu'il a visité le chantier en 1387, mais c'est vrai que c'est plus sur le chantier de Champmolles qu'on le voit. Alors, le chantier de Champmolles, c'est une construction extrêmement coûteuse, hein, qui a représenté une somme aux alentours de 75 000 francs, à peu près 300 kilos d'or. 75 000 francs, on peut rapporter ça au prix du château de Vincennes, hein. Alors il y a plusieurs estimations, on parle parfois d'1 million. Voilà. C'est pas la même ordre de grandeur, mais il est évident d'ailleurs que le roi de France a participé indirectement à ces chantiers. Pour le château de l'Écluse, c'est clair, hein, la note lui a été assez largement présentée. Alors, ce vaste ensemble qu'est Champmolles, on a d'autres architectes qui ont participé. Raymond du Temple n'a pas été probablement le plus actif, mais c'est un disciple de Raymond du Temple, et qui a d'ailleurs travaillé sur les chantiers parisiens de Charles V, qui est Drouet de Damartin. Et Drouet de Damartin, on le rencontre dans la comptabilité bourguignonne, hein. Ici, c'est un compte qui vient des archives départementales de Côte d'Or. C'est la recette générale de Bourgogne, dans laquelle on note les dépenses réalisées par le receveur de Bourgogne sur ordre du duc Philippe le Hardi en 1386-1387. Et qu'est-ce qu'on voit ici, hein? Je voulais souligner, Maître Dreux de Damartin, retenu par Monseigneur en son maître général de ses œuvres de maçonnerie par tous ces pays, au gage de 8 sous parisis par jour. Voilà. Donc on voit très clairement cette volonté de faire appel à tous ces gens qui avaient contribué. Alors, Drouet de Damartin, on le voit actif notamment au chantier du Louvre, hein, à Paris. Alors, d'autres seigneurs de l'entourage de Philippe le Hardi vont faire appel à ces architectes, en particulier Raymond du Temple. C'est le cas, par exemple, de Guy
Guy de la Trémouille, qui est le premier chambellan de Philippe le Hardi. Alors, c'est un grand seigneur qui est éloigné de la Bourgogne. Hein. L'essentiel de ses terres, c'est à l'est d'Orléans, notamment à Sully-sur-Loire. Et c'est là qu'il va faire édifier ce château, alors qui a été retouché, mais dont l'un des principaux architectes a été justement, je le disais, Raymond du Temple. Le chantier a été démarré en 1396. Malheureusement pour Guy VI de la Trémouille, en 1396, il part en croisade avec le fils de Philippe le Hardi, Jean sans peur, et l'armée bourguignonne, qui était aussi alliée avec des Hongrois, enfin peu importe, est écrasée à la bataille de Nicopolis, et Guy de la Trémouille ne reviendra jamais pour voir ce chantier. Par contre, son épouse va y vivre assez largement. Hein. Marie de Sully, enfin... Oui, Marie de Sully, elle avait une belle cour de 70 à 80 personnes. Alors, enfin, un dernier domaine laisse deviner l'influence de Charles V, mais aussi peut-être aussi celle de Jean le Bon, à savoir la constitution de la Bibliothèque de Bourgogne, qui va rassembler, dès l'époque de Philippe le Hardi et de Marguerite de Malle, près de 200 ouvrages, certes un peu loin des près de 1000 volumes que le roi de France avait réunis au château du Louvre, mais qui va constituer les bases d'une collection qui va être prolongée par Jean sans peur et surtout par Philippe le Bon. Alors, concluons. Hein, longtemps après la mort de Charles V, Philippe le Hardi gardait un souvenir ému de son frère aîné. Et peu avant de mourir, le duc de Bourgogne fit appel au talent d'un des plus grands auteurs de son temps, Dame Christine de Pisan, qu'il estimait beaucoup, et il la fit venir au Louvre, où il se trouvait, pour une mission mystérieuse que raconte Christine de Pisan dans le prologue, en expliquant qu'on lui a demandé de venir, et que là, elle tombe sur Philippe, avec son plus jeune, un de ses fils, dans un coin un peu privé du château, où il lui fait une commande, hein, qu'elle résume ici, hein, ramener à mémoire les vertus et faits du très serein prince, le sage roi Charles V. Ameur, c'est-à-dire aimeur de sapience et toute vertu, desquelles choses pour remplir le dit commandement, alors là, la faute de phrase, paix de moi, hein, c'est pas Christine de Pisan, je tiens à le dire, me suis informé, tant par chronique comme par plusieurs gens notables, encore vivants, jadis ses serviteurs. Elle présente un véritable travail d'historienne qui est effectivement digne d'éloge. Alors, effectivement, Philippe le Hardi entendait rendre hommage, un dernier hommage à son aîné, et probablement l'offrir en modèle à ses successeurs. Il faut dire qu'en 1404, le roi de France, Charles VI, était au 36e dessous, hein, frappé de crise de folie, et qu'il était effectivement nostalgique de cette époque. Donc on voit que ce modèle restait. Il est probable que ça soit aussi un modèle pour les princes de la maison de Bourgogne. Hein, peut-être pour Jean sans peur. Alors Jean sans peur, lui, c'est une autre personnalité. Hein. Cette reconnaissance de Philippe le Hardi n'alla pas tout de même jusqu'à restituer les villes de Lille et de Douai, comme il l'avait promis à son frère. Il préféra, évidemment, les transmettre à son fils Jean sans peur. Alors, Charles V peut-il être considéré comme le véritable fondateur de l'État bourguignon ? Bon, ça serait une approche un peu polémique, et ça ne serait certainement pas lui rendre hommage. Il en fut un inspirateur et contribua assez largement à la fortune de son frère par le mariage de 1369 entre Marguerite de Malle, héritière de la Flandre, et Philippe le Hardi. Mais il faut comprendre qu'en politique, on choisit parfois entre deux mots, le moins pire. L'alternative, c'était de retrouver un prince anglais à la tête de la Flandre, de l'Artois et des autres territoires dont Marguerite de Malle risquait d'hériter, ce qui était objectivement bien pire à ce moment-là. Par ailleurs, le roi n'avait cessé de maintenir sous contrôle son frère, d'affirmer la souveraineté royale au-dessus de celle des puissants vassaux, y compris son frère. Or, tout cela reposait sur ce lien personnel, sur l'ascendant que Charles V exerçait sur le cadet, et il en est évidemment des rois comme des autres chefs d'État, la personnalité des uns et des autres démontre plus ou moins de brio. Après la mort du roi, Philippe le Hardi et ses frères prirent l'ascendant sur le gouvernement
du fils de Charles V, le jeune Charles VI, d'abord mineur, et puis, comme vous le savez, frappé de folie, crises à répétition qui se multiplièrent à partir de l'année 1392. À ce moment-là, Philippe le Hardi se mit à pourchasser les anciens conseillers de Charles V, ceux qu'on appelait les marmousets, qu'il expurgea du gouvernement royal pour y placer ses propres fidèles, issus de Bourgogne, de Franche-Comté, d'Artois, de Flandre, avec un paradoxe qui était de vider le gouvernement royal de sa propre substance, tout en instituant dans ses propres territoires, en Flandre et en Bourgogne, des institutions qui s'en inspiraient. Cette politique culmina avec Jean sans Peur, qui à Paris plaidait pour l'abolition des impôts et en Flandre les multipliait. Bon, ça, c'est l'art de la politique. Mais finalement, c'est l'affaiblissement du pouvoir royal qui va conduire à l'affrontement entre ce parti bourguignon, emmené par Philippe le Hardi, puis par son fils, et un autre parti, celui de Louis, duc d'Orléans, frère de Charles VI, et qui va aboutir aux multiples drames que l'on connaît, la mort de Louis d'Orléans en 1407, puis assassinat, bon, bien tout de suite les grands mots, et l'assassinat de Jean sans Peur sur le pont de Montereau en 1419, qui aboutirent effectivement à une autonomie désormais à peu près complète de l'État bourguignon. Et finalement, dans les œuvres de Charles V, on peut dire que l'État bourguignon a prospéré. On ne peut pas en dire autant du château de Vincennes, finalement, qui va être progressivement déserté par la couronne de France, qui va s'éloigner un petit peu des territoires du Nord pour aller se réfugier du côté de la Loire. Et on pense évidemment ici aux multiples châteaux qui vont commencer à être réédifiés vers la fin du XVe siècle, comme à Blois, avec ici l'aile Louis XII. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup pour ce panorama sur la Bourgogne et Charles V. Absolument brillant, merci. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais me tourner, parce que sinon je vais me prendre dans le fil. En revanche, il faudra venir ici pour les poser. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la Bourgogne, Charles V, l'assassinat de Montereau? Il ne faut pas décourager les bonnes volontés. La mort de la rue Barbette? Non, rien. Rien du tout. Ah bah donc, bravo, vous étiez absolument parfait. Donc. Deux petites choses, enfin une surtout. Vous avez parlé de Christine de Pisan. Oui. Voilà. Donc le mois prochain, nous aurons une conférence sur Christine de Pisan, justement, qui ne manquera certainement pas de parler de cet ouvrage. Très bien. Voilà. Oui, une question. C'est moi une petite question complémentaire. Donc, on a bien vu, on peut m'entendre là, je pense. On a bien vu que la bonne symbiose entre le duché de Bourgogne et puis le roi de France. Mais qu'est-ce qui a amené après, alors 3 siècles plus tard, non, un siècle plus tard, la très mauvaise entente entre Louis XI et la Bourgogne, Charles le Téméraire, qui a même tenu en prison le roi de France. Alors, la rupture, elle intervient avec cette guerre entre Armagnac et Bourguignon, progressivement, et surtout la mort de Jean sans Peur en 1419, parce que celle-ci est commanditée par le futur roi de France, par Charles VII, que la cour de Bourgogne va tenir pour responsable, ce qui va aboutir au traité de Troyes, 1420, au cours duquel le duc de Bourgogne va reconnaître comme héritier du trône le roi d'Angleterre. Donc là, la rupture se fait en 1420. 1422, Charles VI meurt et donc un roi anglais se retrouve à la tête du royaume de France, reconnu par les Bourguignons. Là, il y a une rupture très nette. On va se rabibocher en 1435 avec le traité d'Arras, qui permet au roi de France finalement de reprendre l'avantage puisque Philippe le Bon se désolidarise de l'Angleterre. Mais en réalité, la puissance acquise par la Bourgogne à partir de ce moment-là est telle qu'elle apparaît pour le roi comme le dernier obstacle à un gouvernement souverain sur le royaume de France. Et donc, en fait, les tensions reprennent déjà du temps de Charles VII, les dernières années avec Philippe le Bon. Et puis, alors surtout, il y a l'arrivée de Louis XI en 1461, de Charles le Téméraire, qui prend le pouvoir déjà du vivant de son père au cours des années 1460. Et là, on a deux
deux antagonistes qui, l'un comme l'autre, estiment qu'ils ont un adversaire systémique en face d'eux. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, les tensions vont très vite commencer avec la Ligue du bien public, 1465. Les princes se fédèrent contre Louis XI. Et à partir de là, la guerre devient de plus en plus récurrente jusqu'à des affrontements terribles en Picardie, en Beauvaisis, en Normandie au cours des années 1470. Et finalement, ce qui va régler l'affaire, c'est le moment où Louis XI va décider de, quelque sorte, refuser l'affrontement direct avec Charles le Téméraire pour le laisser s'enferrer dans des conquêtes du côté du Saint-Empire germanique, en soutenant indirectement les Alsaciens, les Suisses, les Lorrains, qui finissent par s'opposer à lui. Donc à partir de ce moment-là, la stratégie de Louis XI, c'est pas d'affrontement direct, mais utiliser, comme on dirait maintenant, des proxys, qui permettent de neutraliser Charles le Téméraire jusqu'à ce qu'il finisse tué au cours de la bataille de Nancy le 5 janvier 1477. Donc c'est un mouvement de rupture qui se fait en plusieurs temps et qui est lié à la taille critique finalement qu'a atteint le pouvoir bourguignon, qui se met à ne plus vouloir reconnaître la souveraineté du roi de France. Et là, là c'est plus possible. D'autres questions? J'en aurais bien une. Passer devant. Du coup, je vais m'asseoir pour être dans la caméra. Voilà, merci. Donc moi j'aurais une petite question toute simple. On dit souvent que le duché de Bourgogne, donc XXL, incluant évidemment la Flandre, le comté de Bourgogne, était... ah oui, pardon, excusez-moi. Ouais. On dit souvent que ce duché, donc XXL, était plus riche que le royaume de France. Est-ce que c'était le cas dans la période de Charles le Téméraire? Peut-être pas, mais en tout cas dans la période de Charles VI et de Philippe le Hardi, où là, le royaume de France est financièrement quand même dans la peine. Alors, je dirais structurellement, le royaume de France est beaucoup plus riche. Sauf que la cour de Bourgogne a réussi à développer cette propagande qui fait qu'on considère que c'est le plus riche prince d'Occident. Donc c'est un tour de force des Bourguignons d'avoir réussi, mais les études de budget montrent très bien qu'à l'époque de Charles le Téméraire, ses revenus sont inférieurs à ceux de Louis XI. Même pendant la période Charles VI ou pas? Charles VI, il y a le trésor royal qui est bien rempli, sauf qu'il part entièrement dans les poches des princes. Donc finalement, il se retrouve vidé. On dit que Charles VI, finalement, se retrouve avec assez peu de moyens. Là où, effectivement, la monarchie atteint un étiage, c'est au début du règne de Charles VII. Quand Charles VII ne contrôle plus qu'une partie sud-ouest du royaume, le Dauphiné, même pas l'Aquitaine, où là, effectivement, la situation est limite, ce qui aboutit d'ailleurs à cette percée anglaise et aux menaces. Et c'est pour ça que le retournement d'alliance du duc de Bourgogne, 1435, l'abandon de l'alliance avec l'Angleterre, est au moins aussi importante que Jeanne d'Arc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'équilibre est possible. Voilà. Le roi de France face au roi d'Angleterre et au duc de Bourgogne, c'est vraiment très compliqué. Mais, cela dit, il a réussi à tenir, ce qui est en soi déjà remarquable. Mais effectivement, financièrement, c'est vraiment ce moment-là qui est le plus dur. Mais malgré tout, la monarchie française a cet avantage d'avoir réussi à imposer dans la tête des Français qu'il fallait payer l'impôt. Et donc, ça, c'est un atout. C'est ce qui fera la différence après, ouais. Merci. Alors, autre précision, l'année prochaine, je crois que c'est en février, nous aurons Xavier Hélary, qui est un grand spécialiste de l'armée, qui viendra nous parler de Jeanne d'Arc, justement, et de son aventure, on va dire, voilà, qui se finit mal, je ne vous apprends rien. Donc, d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Bon, on va encore remercier M. Santamaria pour cet exposé. Conférencier pour cette brillante conférence et d'avoir accepté d'être enregistré, ce qui, croyez-moi, est fort rare. Et puis Emmanuel d'avoir traversé tout Paris avec son studio d'enregistrement. Donc merci à tous les deux. Voilà, merci à tous les deux. N'oubliez pas, vous pouvez prendre un petit verre de jus de fruits ou d'eau, ou c'est tout, avant de partir dans une ambiance sympathique. Merci.